Bonsoir, bienvenue à Contre-Courant. Une question pour un lendemain de 1er mai, un lendemain de fête du travail. Qu'en est-il en France aujourd'hui de la classe ouvrière, les prolétaires, les prolos comme on dit familièrement? C'est vrai que le bleu de travail a disparu de la rue, il est même en train de disparaître des ateliers et des usines. Néanmoins, les ouvriers aujourd'hui sont plus de 6,5 millions dans ce pays, ça fait plus du quart des salariés. Où en sont-ils après 150 ans de lutte et d'action sociale? Qu'en est-il des acquis? Résistent-ils au travail intérimaire? Résistent-ils à la sous-traitance? Eh bien, c'est selon. Marcel Tria a fait une grande traversée de la France, allant d'usine en usine pour retrouver le monde des ouvriers. Par exemple, Renault. 7 minutes pour fabriquer un moteur. Pas une minute de plus, sinon c'est toute la chaîne qui est ralentie. C'est un jeune ouvrier qui raconte ça, et il lit La peste de Camus pendant les pauses. Un syndicaliste CGT qui, parlant de son atelier, un syndicaliste CGT, qui dit « Mon atelier, c'est le paradis ». Moins souriant, les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour les travailleurs intérimaires, pas de convention collective, en gros ils n'ont droit à rien ou presque. Et puis toujours en 2003 en France, le sous-prolétariat. Sortir des poubelles entre 5h et 22h le soir, 7 jours sur 7, aucun jour de repos, pas de jour férié. Et quel est le contrat? C'est marche ou crève. À contre-courant, les prolos. Ce voyage, je devais le faire. À force de l'entendre dire, on allait finir par le croire. La classe ouvrière serait en voie de disparition. Tout un univers qui m'avait tellement fasciné dans ma jeunesse, lors de mes premiers reportages, et qui se serait évanoui comme un continent englouti. Pourtant, d'après le dernier recensement, il reste environ 6 millions d'ouvriers en activité, plus de 25% des salariés. Et jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé mieux pour fabriquer des bateaux, des TGV, des moulinettes, des ordinateurs, des camions, des chaussettes, des yaourts. Pas mieux non plus pour édifier ces empires, ces grandes fortunes qui surplombent plus que jamais la misère du monde. Ce carnet de voyage en 6 étapes est dédié aux oubliés de la France contemporaine. Ma première halte, ce sera l'une de ces grandes entreprises que l'on appelait naguère les forteresses ouvrières. Un grand ingénieur, Marius Berlier, fabriqua ici ses premiers camions dans les années 20 du siècle dernier. Puis, la vieille usine a changé de main et de marque plusieurs fois. Depuis avril 2002, elle s'appelle Renault Trucks. L'une des vitrines de la grande industrie métallurgique, le fin du management moderne. Il y a combien de minutes pour faire l'ensemble des gestes? J'ai 7 minutes 75. C'est précis, c'est... Ouais. Faut pas qu'il y ait de merde, quoi. Faut pas qu'il y ait de problème sur les machines. Faut pas que je rate un serrage, faut pas que je rate une pièce. Et qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Si je rate un desserrage, je suis obligé de le refaire, quoi, à chaque fois. Ce qui fait que ça fait perdre du temps et... Qui dit perte de temps peut dire une perte d'un moteur en fin de journée, quoi. Et ça freine les autres? Ça freine les autres, ben ouais. C'est le gros problème, c'est que comme c'est moi qui j'en fais,
C'est moi qui donne le rythme à la ligne, en fait. Donc, c'est vrai que c'est pas évident. Si j'ai le malheur de rater, si j'ai le malheur d'être en retard, je fous tout le monde en retard. Tu t'entends bien avec ton voisin? Oh, le robot, il part pas trop, mais c'est pas grave. Il est plus rapide que toi ou moins? Il est plus rapide que moi. Il faudrait plusieurs ouvriers pour faire ce boulot-là. Au minimum, il faudrait 3 personnes en plus. 3 personnes en plus. T'as pas peur qu'il te pique ton boulot un jour? Si, malheureusement, si. Et ça peut arriver plus tôt que je le pense. C'est le métier que tu voulais faire, ouvrier? Non, à l'origine, non. J'ai d'autres ambitions, mais on va dire que pour le moment, voilà quoi. On va dire que c'est mon gagne-pain. C'est quoi les autres ambitions? Bah, normalement, à l'origine, j'étais électricien. Et en fait, en sortant de l'école, je suis arrivé directement ici. Donc, bah, en fait, j'ai continué. On m'a proposé de m'embaucher, donc bon, j'ai pas dit non. Et en fait, ça me plaît plus trop, mais en fait, j'aurais préféré être musicien, en fait. Et ben, j'attends que l'occasion se présente, et si elle se présente, ben, tant mieux pour moi. Sinon, tant pis, quoi. Il y a le rêve et la réalité. Ouais. Ben, j'espère que le rêve va devenir réalité. On verra. Tu as le temps de lire entre deux moteurs? Non, de temps en temps, quand il y a des grosses pannes, ouais. À ce moment-là, je me permets de lire un peu. Mais sinon, j'ai pas trop le temps, quoi. Ça te plaît la peste? Comment? Ça te plaît la peste? Ouais, pas mal. C'est vrai qu'il est quand même assez difficile, mais il est plaisant, ça va. Tu lis beaucoup? Ouais, j'adore ça. Moi, il proposerait l'embauche, j'accepterais pas. Je ne peux pas travailler en tant que préparateur commande ou comme là, je fais la commande numérique, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. C'est vraiment pas un boulot qui me plaît, je fais ça parce que bon, pour des besoins financiers, j'ai un appartement à assumer, mais sinon, non, ça me plaît pas ça. T'es où là? T'es dans la voiture? Je peux vous interrompre 2 secondes? Ouais. Elle est loin? Bah, elle est à 300 bornes de moi. Où ça? Elle est dans l'allée. Et tu la vois souvent? J'essaie d'y monter au moins une fois par mois, mais c'est pas évident. Et tu téléphones combien de fois par jour? Oh, 3-4 fois. 3-4 fois par jour, parce que sinon, un moment tellement que je suis obligé, quoi. Même à plus. Alors les intérimaires comme vous, ils n'ont aucune idée, c'est d'être embauchés, non? Non, faire toute sa vie ici sur la chaîne. Non, franchement. Essayez de m'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, on bosse, c'est toujours la même chose, quoi. Dans un chantier, on change, il y a plusieurs chantiers, on peut bouger, on peut se déplacer, mais là, on est toujours là. C'est toujours le même montage, c'est toujours... C'est la même chose, c'est fatigant, c'est chiant quand même. C'est embêtant de faire la même chose toute la journée, des fois, l'heure, elle passe pas en fait. Moi non plus, moi, j'aurais pas me faire embaucher. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais un projet pour l'avenir. Donc,
Puis en plus, le salaire... comment? L'ambulance. Voilà, j'aimerais bien faire ambulancière. Et puis en plus, le salaire, il va pas du tout à mes besoins. Combien tu gagnes Là, je suis à 49 $. Je suis à 49 francs de l'heure. Ça fait combien par mois? Ça fait 6 200 francs net. Et ça, j'arrive pas... C'est tout juste si je paye mon loyer. J'ai pas trop de loisirs en fait. J'arrive pas à trop mettre d'argent de côté. Vous avez des projets aussi? Ambulancier, même moi, en février, je commence ma formation. Et après, on verra, parce que franchement, non, je ne pourrais pas travailler toute ma vie. J'ai vu mon père, il a travaillé à l'usine toute sa vie, je le vois, il a des problèmes de dos, des problèmes ci, et je ne veux pas subir la même chose. C'est pénible comme travail? Non, bon, maintenant, si on n'a pas le choix, on travaille. On n'a pas le choix, on est obligé de travailler, mais si on a le choix, non, c'est pas un boulot où je travaillerai. C'est quand même pénible. Bon, là, on est jeune, on a la santé, on peut travailler, mais arriver à un âge, c'est impossible. Arriver à 40 ans, non, je ne pourrais pas. L'usine vous plaît? C'est l'ambiance qui me plaît, mais pas l'usine, pas le travail. Il y a une bonne ambiance, mais le travail, non. Le travail, il me plaît. S'il n'y aurait pas l'ambiance ici, ben non, je ne serais pas là aujourd'hui. L'ambiance, vous voulez dire entre ouvriers? Ouais, entre ouvriers, la solidarité qu'on Ouais, a. c'est vrai qu'on s'aide beaucoup quand même. Quand c'est quelqu'un qui prend du retard à un poste, qui va l'aider, et vice versa. Je resterai pas là toute ma vie. Ça sonne, j'ai bossé. Vous allez vous marier bientôt? J'aimerais bien. J'aimerais bien. Elle aussi? Elle aussi, elle aimerait bien, ouais. Mais pour l'instant, je veux d'abord qu'elle finisse ses études parce qu'elle est quand même encore en plein dedans. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est en BEP d'hôtellerie. Comment tu vois ta vie avec elle? Je l'imagine avec... je l'imagine un petit peu tranquille, quoi. C'est-à-dire mener ma petite vie tranquille. La journée au boulot, la soirée avec elle, quoi. Et les gamins, plus tard. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Parce qu'elle est un peu loin de moi. Sinon, petite vie tranquille, dans une petite maison avec les gamins et le chien, quoi. Et le même boulot? Hein? Et le même boulot? J'espère pouvoir monter mon petit garage dans quelques années. Enfin, dans quelques années. Dans une dizaine d'années, on dira. Parce que je sais très bien que je peux pas le monter tout de suite. Et elle, son petit restaurant? Elle, non, c'est pas trop le restaurant, elle, qui l'intéresserait. C'est plus un petit bar, faire serveuse dans un bar. Tu es syndiqué, Christophe? Ouais. Ça sert à quoi, syndiqué? En fait, ça sert à pouvoir se défendre un peu plus au niveau des patrons quand il y a vraiment des problèmes, quoi. Il y a souvent des conflits? Très souvent, même, je dirais. Et c'est avec qui les conflits? Avec les chefs? Oh, pas spécialement les chefs, je dirais surtout la direction, quoi. Les hauts placés de la direction. Qu'est-ce que tu leur reproches? Je leur reproche qu'ils viennent pas, ils lâchent un peu trop de sous à côté, quoi. Comme là, dernièrement, en début d'année, ils ont lâché 60 millions à l'ON. À l'équipe de foot de Lyon? Ouais, ouais. Et nous, ben, au lieu pour pouvoir, alors qu'ils auraient pu les mettre dans pour qu'on ait des conditions de travail un peu mieux, quoi. C'est-à-dire avoir de l'outillage un peu en meilleur état, d'avoir plein de choses, quoi. Depuis la reprise économique de 1999 et le départ de nombreux pré-retraités, il a fallu embaucher en catastrophe des centaines de jeunes. Une petite révolution dans cette entreprise où les ouvriers et les cadres vieillissaient ensemble sans aucun renouvellement depuis plus de 15 ans. Entre-temps, les ouvriers sont devenus des opérateurs et ils ne travaillent plus à la chaîne mais sur ligne. Ça change tout.
Les équipes sont aujourd'hui des UEP, unités élémentaires de production, et les opérateurs sont priés de proposer des ICP, idées concrètes de progrès, ce qui semble faire grand plaisir au chef d'atelier Michel Bournex. Alors un exemple d'ICP intéressant, voilà. Tiens, tu veux bien enlever ton gant? Oui, bien sûr. Voilà. Donc l'opérateur, il a à assembler environ 55 moteurs par jour. Donc ces 55 moteurs par jour, il utilise des pièces qui ont des arêtes coupantes. Et puis il s'est aperçu qu'avec ses gants, eh bien, il était obligé de changer 3 ou 4 paires dans la journée. Parce que les arêtes coupantes lui coupaient le gant et le blessaient. Donc de ce fait, il a eu l'idée de rajouter un petit peu de silicone qui fait que ça lui évite de couper ses gants. Et de ce fait, au lieu de dépenser 3 ou 4 paires de gants par jour, il n'en dépense plus que une paire tous les 2 jours. Donc c'est intéressant. En sachant qu'une paire de gants coûte à peu près 5 francs, auparavant ça lui coûtait, on va dire 15 francs par jour, maintenant c'est plus que 5 francs tous les 2 jours. Voilà le genre d'ICP intéressant. C'est tout bénéfice pour l'entreprise. C'est tout bénéfice pour l'entreprise, mais ça peut aussi se répercuter sur lui au travers des récompenses sur les ICP, puisque les ICP sont récompensés. Je dirais des petites récompenses, puisque ça va globalement de la place de cinéma jusqu'à 3 000 francs. Voire plus si l'ICP est intéressant. Tiens, je te rends ton gant et tu continues. C'est bien. Dans l'atelier voisin, on vérifie les moteurs terminés. Laurent a lui aussi à son actif de nombreuses ICP. La dernière a permis de résoudre un problème qui coûtait cher. Parfois, en cours de contrôle, les moteurs dérapaient sur leur support. Bah, en fait, d'avoir fait rajouter une équerre percée et d'y mettre une goupille, Ça dérape plus. Ouais, le support ne glisse plus. Donc le moteur reste bien en place et on évite toutes les casses. Voilà tout. Et donc en fait, cette ICP a été émise et réalisée sur toutes les cellules essayant des moteurs de ce type-là. Voilà. Et on est récompensé quand on a une ICP Oui, acceptée. alors quand l'ICP est accepté, donc en fait on a un gain de points. Alors ça dépend, bien sûr, ça peut être de 500 points ou 8 points. Ça dépend de la valeur d'ICP. Alors pour celle-là par exemple, Alors celle-ci, elle m'a coûté 500 points. Enfin, elle m'a valu 500 points. ça veut dire quoi? 500 points, ça veut dire pas grand-chose parce qu'il faut avoir un bon petit capital pour pouvoir gagner un petit cadeau. Donc en fait, c'était pas ma première ICP. Alors cette année, j'ai dû totaliser quoi, 2100, 2500 points, ce qui m'a permis de gagner une petite cafetière. Voilà. C'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Ça doit coûter 60 000 francs un moteur comme ça. Donc ça leur permet d'économiser 60 000 francs. Et puis nous, derrière, bon bah, Une sur cafetière. l'économie, une petite cafetière quoi. Servis délicatement par des robots imperturbables, les presses de 1400 tonnes de l'atelier emboutissage. 24 heures sur 24, elles façonnent les portières et les éléments de carrosserie des futurs camions. Une fois par mois, la ligne est stoppée 1 heure avant la sortie pour permettre aux ouvriers de participer à la réunion de leur UEP, unité élémentaire de production. Leur chef, Philippe Offray, en profite pour mobiliser ses troupes. Je vous présenterai un brouillon des objectifs 2002 puisqu'ils ne sont pas encore validés. Et puis chacun présentera son pavé comme d'habitude, la sécurité Ghislain, la qualité Roland, le héros Christophe, les rebureaux tous Chamontin. Et puis il y a Gilbert qui va nous parler un peu d'environnement. Donc il y a toujours nos trois objectifs sont maintenus là. C'est la maîtrise de nos déchets, préserver nos sols et nos milieux aquatiques et la réduction des consommations d'énergie. Le pavé des réductions de consommation d'énergie, on le voit là, hein. On voulait gagner 2% d'électricité et on voulait gagner 3% de gaz. Le gaz étant l'élément principal qui nous chauffe dans l'atelier, ça veut dire qu'il va falloir qu'on travaille sur le SAS par exemple, hein, qui reste ouvert, les 2 grandes portes ouvertes. Autant dire que là-bas ils carburent et ça coûte cher. Les 2 SAS, avant, ils étaient automatiques. Oui. On les a passés en manuel. Donc les gars, ils sont obligés de descendre du Fenwick pour pouvoir l'ouvrir et redescendre pour le fermer. C'est pour ça qu'ils sont toujours ouverts. En fait. Et puis, en fin de réunion, une question non prévue vient sur le tapis. D'après la rumeur, il n'y aura pas de prime d'intéressement cette année. Depuis longtemps.
Ça sert à rien d'être une super entreprise qui fait super plaisir aux clients, qui a un super produit, si derrière tu fais pas de sous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des beaux camions, à mon avis, qui sont concurrentiels, mais on les vend pas avec une marge suffisante. Ou alors, on produit trop cher. On peut bosser comme des bourricots pendant 1 an et produire 10 fois plus qu'avant. Si on les vend au rabais, eh ben, on n'aura pas plus de sous. Bah, ça veut dire plutôt que de vendre au rabais, il vaut mieux bosser un peu moins, quoi. Ouais. Bah, alors tu feras encore moins de sous. Non, mais c'est vrai. Mais je suis d'accord avec vous, hein. Moi, ça m'énerve qu'il n'y ait pas d'intéressement. Je l'ai déjà dit à tout le monde. Parce qu'on bosse de mieux en mieux. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut une récompense. Philippe, ça va pas être facile à gérer, non? Ah ouais. Pour vous? Ah, c'est clair, ouais. C'est une partie qui est délicate parce que l'intéressement, c'est... Moi aussi, je le touche, l'intéressement. C'est quelque chose qui m'énerve aussi parce que je sais qu'aussi, ils ont fait de très bons résultats cette année. Bon, c'est un message qui est dur à passer. C'est pour ça que... Surtout que vous leur parlez beaucoup de faire des économies, encore plus d'économies. Ouais, mais moi, je pense que si tous les centres avaient ce langage-là, on aurait un intéressement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rêver. Une entreprise, si on n'a pas compris qu'elle doit être rentable à la fin et qu'elle doit avoir un chiffre positif à la fin, on n'a pas compris. Vous voulez dire que c'est la faute des ouvriers s'il n'y a pas d'intéressement? Pas du tout, de l'organisation. Vous voyez, c'est la richesse d'une entreprise, justement. On a réorganisé l'atelier. Je leur libère du temps où avant ils produisaient pour faire des missions, pour changer l'intérêt de leur travail, hein, pour essayer de motiver. D'ailleurs, ça marche très bien. Moi, je suis super content parce qu'on a une équipe qui bouge bien. Et moi, ça me fait plaisir de bosser avec eux. Et par contre, moi, ce que j'espère, c'est qu'ils ont compris qu'en fait, une entreprise, pour être viable, elle doit avoir un client qui est content et faire du fric, point. Mais c'est clair, hein, c'est un langage. Avant, on n'osait pas le dire, ça, dans une entreprise. C'est globalement le cas pour Renault VI? Ben non, à première vue, globalement, il n'y a pas assez de fric en dessous pour redistribuer. Donc non. Globalement, c'est une entreprise qui vend beaucoup de camions, mais qui ne rentre pas beaucoup de sous. Mais c'est peut-être que les actionnaires en prennent trop, non? Ben, les actionnaires prennent une part, ça c'est clair. Par contre, elle est prédéterminée, cette part. Hein. C'est un pourcentage. Donc quand l'entreprise ne fait pas de sous, l'actionnaire aussi, il gueule. Hein. Donc c'est pareil. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ose même pas m'imaginer ce qu'ils prennent. J'y pense même pas. C'est sûr que c'est vrai. Vous n'en avez aucune idée? Je veux même pas le savoir. Non, on s'en fout pas. Parce que quand on voit les tracts des syndicats, des fois on voit que ce qu'ils ont pris en bénéfice, ça multiplie par 100% sur 2-3 ans, je sais pas. Alors que nous, de toute façon, c'est sûr, ils en prennent plus que nous. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, ça. Disons que c'est l'entreprise quand même qui nous nourrit, heureusement, au niveau pour nous, de notre famille. Heureusement qu'on a du travail. Parce que certaines entreprises, vous savez, comme en ce moment, vous savez que ça... Mais souvent, on a qui cherchent du travail et c'est pas drôle, des entreprises qui ferment alors. Et c'est pas aussi vous qui nourrissez l'entreprise? Si. Ah si. Alors c'est vrai qu'en 1 an, on a produit, je sais pas, peut-être 20-30% de pièces de plus que l'an dernier. Alors qu'on n'a rien du tout, c'est vrai que ça nous laisse amer, ce genre de choses. À 10 mètres à peine, une autre ligne d'emboutissage où l'on presse les petits éléments de carrosserie. Pour ce type de fabrication, les mains des hommes sont plus rentables que les robots. Comme un gigantesque mécano. Les pièces fournies à flux tendu par les usines du groupe et par des centaines de sous-traitants convergent dans les ateliers d'assemblage. En quelques heures, des dizaines de camions vont prendre forme
tous différents selon les besoins de chaque client. C'est un ami sociologue qui m'a indiqué la deuxième étape de ce voyage, une filiale du groupe américain 3M. Le directeur lui avait demandé de participer à la mise au point d'une nouvelle organisation du travail. Chaque jour, des camions remplis d'abrasifs, de scotch-brit, de post-it, de rouleaux de scotch sortent d'ici. Des objets dont on imagine mal aujourd'hui pouvoir se passer. Une entreprise qui a expérimenté toutes les méthodes de management à la mode. Poussé à réduire encore les coûts de production par un actionnaire qui affiche déjà près de 2 milliards de dollars de bénéfices nets, Alain Vigneault, responsable des usines françaises du groupe, décide il y a 10 ans d'inventer sa propre méthode et de cesser d'augmenter les cadences. Nos fournisseurs d'équipements n'arrêtaient pas à l'époque de nous dire qu'on était des gens qui poussions les machines au maximum de leur vitesse. Donc ça m'était difficile peut-être d'aller encore plus loin, ne serait-ce que parce que j'aurais eu ce blocage. Bon, sans parler du fait que si je remonte à une quinzaine d'années, on avait eu des primes de rendement dans les usines, que ces primes de rendement avaient établi des niveaux de performance humaine relativement élevés et que on est arrivé à la conclusion que ce n'est pas en demandant aux gens de travailler encore plus vite sur les machines qu'on y arriverait à avoir une réelle amélioration de productivité. Il choisit donc de supprimer la plupart des postes d'employés, de techniciens, d'agents de maîtrise. Ce sont aujourd'hui les ouvriers qui assument à leur place leurs responsabilités. La sécurité, par exemple, ou le contrôle qualité. En échange, ils gagnent 7% de plus, ils bénéficient de formation et ils passent moins de temps rivés à leur machine. Là où on a mis la nouvelle organisation en place, on a fait des bons de production, dans certains cas de 20 et 30%. Et vos actionnaires vous réclament combien d'améliorations par an? Nos actionnaires, d'une façon générale, nous réclament entre minimum 5 et plutôt 8% d'amélioration de la productivité. Donc il faut transpirer. Disons que la routine ne suffit pas. Alors, attention, la productivité vient d'une organisation, vient de la productivité archi-classique, mais peut venir aussi de l'introduction de nouvelles technologies. Dans ce 8%, il peut y avoir aussi le fait qu'on mette une nouvelle machine d'une nouvelle génération. Donc les 8% ne se font pas simplement en demandant aux gens de faire 8%, mais ça peut être aussi en mettant de l'argent dans le commerce pour faire ces 8%. 8% par an? Par an. Ah oui. Ils font pas de cadeaux, hein? Non. Non, mais de ce fait-là, on existe encore. Pièce maîtresse de la nouvelle organisation du travail, les contrascopes ou contrats de progression de compétences. Objectif, la création d'un nouveau type d'opérateur que l'on peut plus facilement muter en cas de besoin d'une ligne de production à l'autre et dont les horaires peuvent varier de 32 à 48 heures par semaine. Une évolution qui semble séduire les jeunes opérateurs comme Laurent Léchaudet, conducteur de ligne. On a l'impression d'être mieux considérés, on travaille pour nous-mêmes, on s'organise nous-mêmes. Je trouve qu'on gère mieux le travail. En fin de compte, comme on travaille sur les lignes, on sait comment ça se passe, donc on est plus à même de s'occuper des lignes, en flux et en dépannage. Mais maintenant... On vous sent très isolé quand même sur vos lignes, chacun en face de sa machine. Oui, mais normalement, on tourne sur les équipements ici, on est tous polyvalents sur tous les équipements. Donc on tourne, il y en a qui ont des points forts sur la maintenance, d'autres qui sont plus points forts sur le flux. Donc quand on a des problèmes de cette nature-là, on s'échange les rôles et ça se passe très bien. Ça casse la monotonie du travail.
Et je sais que moi, par exemple, à l'heure actuelle, on a reçu une nouvelle ligne de conditionnement et je la mets au point. Donc c'est encore une autre casquette, mais qui va avec les deux, en tant que conducteur de ligne ou en tant que maintenance. Donc c'est très bien. Un peu comme du travail d'ingénieur, là, alors, la mise au point. Je travaille avec des ingénieurs. Ouais. J'aide les ingénieurs, eux c'est en gros les têtes pensantes et nous on les aide de nos connaissances en production, quoi. Parce qu'on a une bonne relation, c'est bien. On se tutoie avec eux? Ouais. Oui, tutoiement, et il est de rigueur, c'est bien. On s'appelle par nos prénoms, il n'y a pas de monsieur, c'est bien. L'ambiance a beaucoup changé avec toutes ces modifications. Ouais, on pense pas trop qu'on vient travailler, quoi. C'est une bonne ambiance. Non, c'est bien, on se sent bien, moi je vois pas le temps passer. Alain Doublet, délégué Force ouvrière, et lui aussi conducteur de ligne, ne partage guère cet enthousiasme. C'est plutôt mieux. Oui ou non? C'est bien parce que chaque personne est responsable de ce qu'il fait et c'est un plus. D'un autre côté, ça a fermé des postes qui étaient accessibles à des opérateurs qui aujourd'hui sont supprimés. Et un opérateur aujourd'hui a ce problème. À passer 50 ans, il a encore à faire des équipes et à travailler sur la même production. Il n'a plus de possibilité d'évolution. Je vois bien ce que gagne le patronat, je vois moins bien ce que gagne, mis à part au quotidien, 1 heure par jour, l'impression de faire quelque chose de différent. Mais ce que gagne à long terme l'ouvrier, je vois mal. Et puis, au détour d'une allée de l'atelier abrasif, une scène d'un autre temps. On n'est plus tout à fait dans le modernisme, là. Non, on n'a jamais prétendu que toutes nos machines étaient modernes. À chaque fois, on essaye de regarder quel est l'équipement et l'organisation qui nous permet d'avoir le plus de revient et le plus bas et la meilleure qualité. Et là, on est typiquement dans quelque chose où l'automatisation ne ferait pas baisser les prix de revient, donc on garde une machine qui n'est pas neuve, tout à fait. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on travaille de la même façon maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans. Quelle est la différence? Pour eux, par exemple. La différence pour eux et pour d'autres, dans une organisation classique, disons, pour la qualifier de taylorienne, il y a des gens qui s'occuperaient de sortir les disques avec le processus qu'on a là, d'autres derrière qui les contrôleraient, des troisièmes qui leur approvisionneraient les matières et qui évacueraient leurs palettes, et des quatrièmes qui interviendraient au niveau de la machine pour la régler, pour faire de l'entretien préventif. Là, nous faisons en sorte que les opérateurs qui sont sur la machine, certes, continuent à produire, mais aussi fassent toutes ces opérations que je viens de décrire, soit des approvisionnements, que ce soit des évacuations, de la qualité, ou de la sécurité, ou de la maintenance. Donc on change aussi le contenu de leur travail. Un ami syndicaliste m'avait dit « Ne manque surtout pas l'usine de Lincel. Dans le secteur sinistré du textile du Nord-Pas-de-Calais, c'est comme un îlot préservé. Et tu verras, ça n'est pas par hasard. » Une usine qui ne fait jamais la une de l'actualité. Spécialisée dans le chanvre du temps de Boussac et des frères Villot, elle se concentre aujourd'hui sur une unique production, les changes pour bébés. Un produit longtemps vendu sous le nom de peau douce et proposé aujourd'hui sans marque par la grande distribution. Le groupe vient d'investir 550 millions de francs dans l'installation de 2 machines ultramodernes, les Phénix. Pascal Liebart, conducteur de ligne, travaille la nuit sur l'une des 7 anciennes machines, les Hélio. Des machines beaucoup moins performantes que les Phénix et beaucoup plus souvent en panne.
Pascal, quand on te voit faire, on se dit que tu as du plaisir à travailler sur cette machine. Oui, c'est vrai. J'ai plaisir parce que j'ai toujours aimé bouger. Et là, je suis dans mon corps de métier. Ça me plaît de plus en plus. J'essaie de m'investir le plus possible pour justement en apprendre de plus en plus. Et c'est vrai que pour moi, c'est magnifique. Et c'est encore mieux quand on découvre les problèmes, parce qu'on en apprend tous les jours là-dessus. La technologie, elle change sans arrêt, mais on rencontre quand même des problèmes et c'est là qu'on apprend de plus en plus. Alors, il y a des machines beaucoup plus modernes, les Phoenix, là. Ouais. Et t'as pas envie de travailler sur une Phoenix? C'est pas que j'ai pas envie, mais moi, personnellement, j'aime pas. Parce que pour moi, c'est trop cool, c'est pas de le dire. La nouvelle technologie, c'est très bien, mais pour moi, on apprend beaucoup moins que sur les machines Helio. C'est totalement différent. C'est-à-dire que la Phoenix, elle a moins besoin de toi. Ouais, de personnel et d'être toujours dessus. On leur met en route, on n'a pas besoin de regarder au bout de la ligne si ça suit ou pas, et remettre en route champignon, 650 coups minutes, impeccable. Nous, on fait ça, il n'y a plus rien. Voilà. T'aurais peur de t'ennuyer, quoi. Ouais, voilà. Mais avant de venir ici? Avant de venir ici, je travaillais chez Warner et Sophie dans le calorifuge. Je faisais les chantiers, Dunkerque, Paris, tous les centrales atomiques, tout ça. Je travaille là-dedans. Je faisais 5 h au matin, 8 h au soir. Alors tu peux comparer ce que tu as vécu avant, ce que tu vis ici? Oui. Ici, c'est le paradis. Mais quand même, un syndicaliste CGT qui dit que l'usine où il travaille, c'est le paradis, c'est pas ordinaire quand même. Ouais, c'est pas ordinaire, ouais. Ici, c'est vraiment le paradis. Et le syndicat, c'est vrai que moi, j'en suis conscient. Il y en a qui sont peut-être pas conscients, qui n'ont pas la même opinion que moi, mais une boîte comme ici, chez CA, il n'y en a pas beaucoup. Ça, je peux le dire. Deux hommes veillent sur ce petit paradis. Hervé Rose, directeur depuis 2 ans, Kader Chigri, 30 ans d'ancienneté, principal responsable du syndicat CGT pour l'ensemble du groupe. Vous les aimez bien, ces robots, M. Rose? Oui, je les aime bien, oui. Comme on le partage avec M. Chigri, ils prennent pas de pause, ils se mettent pas en grève. Ils n'ont aucun souci, c'est qu'on ne veut pas dialoguer avec eux. Ça te fait pas peur, Kader, ces robots qui gagnent peu à peu, là, hein? Il y en a de plus en plus. Non, mais bon, ça améliore les conditions de travail et en même temps, c'est à nous aussi, dans le cadre de la réorganisation du travail, d'être un petit peu imaginatif et essayer de trouver des solutions pour préserver les postes de travail, quoi. Parce qu'à chaque fois, à chaque robot, c'est des emplois en moins. Mais la modernisation, ça va pas à l'encontre de l'emploi, c'est pas vrai. Hein. Si on s'y préoccupe et on regarde de plus près, je suis sûr que c'est un plus. C'est un plus. Vous l'avez bien dressé, M. Rose. Hein. Bon, mais je crois que la réalité, c'est que les emplois qui étaient auparavant tenus à la place de ces robots étaient des emplois qui étaient difficiles physiquement. Et que dans une entreprise moderne, on peut difficilement perdurer, ou faire perdurer ce type d'emploi. Donc oui, c'est le modernisme en marche, oui, c'est vrai. Mais tout le monde y gagne. Une usine avec uniquement des robots, c'est pas pour demain. Non, je pense que l'humain a de plus en plus de place dans l'entreprise. Et que le robot, il est fait pour soulager l'homme, mais que toute la productivité à venir des entreprises d'aujourd'hui, elle viendra par l'homme. Tu aurais pu en dire autant. Ah, tu vois, hein, tu veux pas lui poser la même question s'il est bien dressé ou pas, non? Il y a quelques mois, la direction du groupe demande à toutes ces usines de supprimer leur département logistique et de faire appel à un sous-traitant afin de diminuer les coûts. 35 emplois sont en jeu. Hervé Rose expose aussitôt le problème aux délégués. Il sélectionne de son côté une entreprise spécialisée permettant en effet une économie substantielle.
Après consultation du personnel, les délégués lui soumettent alors une contre-proposition. En fait, ils se sont posé une simple question. Avec les mêmes coûts, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on est capable de faire? Quand on a regardé de plus près, ben oui, là, bien sûr, ça a amené une réorganisation du magasin au niveau du travail. C'est vrai qu'il y a eu des postes qui ont été supprimés. Pas des gens licenciés, puisqu'on en avait un besoin au niveau de la production. D'un côté, on a démontré qu'on pouvait garder notre logistique sur le site, dans le groupe, et en même temps, répondre à ce qui a été demandé par les actionnaires à la diminution des coûts, sans sous-traiter. Donc c'est une proposition qui s'écoute. Je vais même aller plus loin. L'ensemble des idées qui ont été émises par le personnel ne sont pas toutes en application. Et le jour où on les aura mis en application, on sera inférieur au coût marché. Donc comme disent les économistes, c'était gagnant-gagnant. À ce moment-là, vous téléphonez à la grande direction, vous leur dites la proposition de la CGT est meilleure que la vôtre. Non, tout d'abord, on téléphone pas, on se déplace parce qu'il n'y a pas grand-chose qui vaut le rapport humain. Ensuite, c'est pas spécialement la proposition de la CGT, c'était la proposition de l'usine, c'est-à-dire du personnel, qui c'est vrai avait des craintes, mais a des idées. C'était la proposition de la direction, et c'était une proposition qui est agréée à nos partenaires. Donc à partir du moment où tout le monde tire dans le même sens sur l'attelage, il n'y a pas de raison de ne pas être intelligent et de ne pas écouter. Quand je regarde l'effort des salariés, il y a 20% de l'effectif qui est parti du magasin. Ça veut dire que ces 20% ont fait l'effort de changer d'organisation, changer de métier, pour la plupart de changer d'horaire. Et aujourd'hui, ils sont intégrés dans une autre partie de l'entreprise. Et les 80% qui sont restés, de fait, ils ont adapté leur façon de faire. Donc, il y a eu des efforts réels de fait. Si je vous demandais de définir quel type d'homme est votre principal interlocuteur, Kader Chigri, qu'est-ce que vous me diriez? Je pense que c'est quelqu'un qui... je veux dire, c'est un bon représentant du personnel, parce qu'il est tout d'abord proche de sa base, parce qu'il défend des intérêts collectifs plus que des intérêts individuels, parce que c'est quelqu'un qui a le courage de ne pas sombrer dans l'idéologie, parce que c'est quelqu'un qui est attaché à son entreprise, et il y est depuis plus longtemps que moi, donc c'est probablement son entreprise. Et puis c'est quelqu'un qui sait s'arrêter. Donc c'est quelqu'un de raisonnable, en un certain sens. Il a des demandes, il sait les pousser, il sait agir, il a ses moyens, mais à un moment donné, il sait qu'il doit s'arrêter. Et ça, c'est fondamental. Quelqu'un que vous respectez en somme. Je crois que nous nous respectons. Quand on s'écoute plus, quand la porte est fermée, je pense qu'on plante le chiffon rouge dans la cour. Et quelle plus belle preuve d'échec qu'un chiffon rouge dans une cour. Le chiffon rouge dans la cour, la hantise de tous les directeurs. Une hypothèse qui n'est pas a priori invraisemblable, en effet, dans une usine où 382 salariés sur 450 sont syndiqués à la CGT. C'est les petits, dit qu'il n'y a pas monté les trucs. Vous avez eu en 95 un plan social très lourd. Comment ça s'est passé? Oui, bon, j'en ai même chialé, moi, quand on a eu ce plan social. Parce que malgré que j'avais vécu ça dans le groupe Boussac, je ne l'ai jamais vécu directement dans mon site, quoi. Eh bien, ça s'est passé que la direction, elle voulait réorganiser le groupe quand on a été acheté par les Suédois. Bon, après ça, ils voulaient réorganiser et investir parce qu'on avait un outil de production qui était quand même assez dépassé et qu'ils envisageaient faire des investissements avec un outil 3 fois plus performant que celui qu'on avait, quoi. C'est-à-dire on faisait 3 fois plus avec une machine en 8 heures qu'on faisait actuellement avec les anciens, quoi. Et ça a amené quand même une suppression de bientôt plus de 30% de l'effectif, quoi. Il y avait 2 attitudes, quoi. De la part du syndicat, à planter le drapeau rouge,
où se mettre autour d'une table et discuter comment, pourquoi, à quelle proposition qu'on va émettre. Bon, on a dit, bon, bah, les seuls qui décident, ça sera les salariés. Eh ben, la majorité des salariés, ils étaient pour qu'on puisse se mettre autour d'une table. Ça a donné, d'abord, par envoyer les gens en retraite, en pré-retraite, financés par le groupe à partir de 52 ans. Alors, ce qui concernait à peu près, voilà, au moins 60 ou 65 personnes, quand même, c'est pas rien. Hein. Ah, alors, tout le reste, dans le cadre de la réorganisation, on a récupéré quelques-uns, plus un plan social où on parlait en 95 de reclassement, mais les salariés, ils ne sortaient pas de l'effectif tant qu'ils n'avaient pas un poste ailleurs. Ils restaient dans l'effectif jusqu'à ce qu'ils avaient un poste définitivement ailleurs, quoi, avec des garanties de salaire, avec des indemnités. Quand je vois, par exemple, aujourd'hui, qu'on veut faire sauter une usine pour 80 000 francs, bon, c'est vrai que chez nous, on a obtenu des garanties, hein, du salaire sur 2 ans, formation et des indemnités de dommages et intérêts, minimum de 150 000 francs, quoi. En tant qu'homme, qu'est-ce que tu penses d'Hervé Rose? Ouais, comme homme, moi je respecte. Et même comme directeur, bon, bah, il nous respecte, on le respecte, hein, c'est tout. Hein. On est dans la même entreprise quand même, hein, faut pas... Je lui dis, surtout dans une multinationale, je ne vais pas proposer de se syndiquer, mais dans une multinationale, lui, il est un pion comme un autre. Hein. Demain, il peut valser vite fait. Hein. Autre image familière des relations sociales à SCA, Ali Guéroumi, le secrétaire du CE, et Bougema Chigri, le délégué des équipes de nuit, en visite chez la DRH Dominique Ardens. La porte est toujours ouverte comme ça chez la DRH? Chez la DRH, disons qu'à chaque fois qu'on a eu le souci de vouloir la voir, oui, il n'y a aucun problème, je pense. Et d'abord, c'est sa fonction. Elle a plutôt intérêt à avoir une porte ouverte qu'une porte fermée. Parce qu'autrement, je ne vois pas pourquoi elle aurait un intitulé de DRH si sa porte était close à chaque fois. On a eu ici le DRH qui était avant. Lui, sa porte était toujours fermée. C'est pour ça qu'il n'est pas resté longtemps. Quelle est la principale qualité pour être une bonne DRH, d'après vous? Je pense qu'il faut avoir de la considération pour les gens, du respect. Il faut aimer les gens, quoi. Visiblement, il faut aimer les gens. Faut pas faire du sentimentalisme, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il faut vraiment aimer les gens, il faut être à leur écoute, il faut être disponible, il faut les considérer, il faut avoir du respect pour eux, quoi. Quand vous êtes comme ça, normalement... Enfin, c'est ma conception des choses. Donc, et normalement, ça fonctionne, quoi. Il faut aimer les gens pour bien faire ce métier. Il faut parfois les licencier aussi. Parfois, c'est nécessaire, effectivement. Parfois, pour permettre à l'entreprise de survivre et de continuer à progresser. Donc c'est vrai que des fois, on est obligé d'en passer par des licenciements économiques, quoi. Voilà, faire des plans sociaux. Ça ne doit pas être facile, ça. C'est pas facile. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut aimer les gens, mais il ne faut pas tomber dans le sentimentalisme. Il faut aussi faire son métier, et ça fait partie du métier. Voilà. Mais pour autant, ça n'empêche pas d'écouter, de respecter, de considérer les personnes, quoi. On ne les jette pas comme des malpropres à la rue. La direction tente depuis quelques mois une délicate réorganisation du travail qui consiste à faire passer l'ensemble des ouvriers en équipe tournante. 2 jours de travail le matin, 2 jours l'après-midi, de nuit, suivis de 4 jours de repos. Ce qui permettrait aux machines de tourner 7 jours sur 7 et d'augmenter la productivité de 50%. En échange d'une réduction du temps de travail en dessous des 35 heures, d'une prime de 12 000 francs et de 23% d'augmentation de salaire, les ouvriers devraient renoncer à la plupart des week-ends et des jours fériés. Ceux des équipes de nuit sont les plus réticents. Déjà bénéficiaires d'une prime de nuit de 25%, ils n'ont pas grand-chose à y gagner. Cette nuit, la DRH est venue une fois de plus tenter de les séduire. Pour ça, son job, elle le connaît. Ça, professionnel. Ah ouais, pour venir voir les gens et insister. Pour les entortiller? Ah, elle vendrait des bouteilles vides. Ah voilà, voilà. Oui. C'est l'heure de vérité, là. Hein. Ah,
Bonjour. Bernadette, elle travaille bien. Merci, bonjour Bernadette. Pour les tournantes. Pour les tournantes. Personnellement. Alors quoi, vous décidez ou pas? Monsieur Duc. Non, même pas. Vous n'allez pas me faire ça quand même. Si, je suis Vous avez dit désolé. oui la fois passée. Je n'ai jamais rien dit, Vous moi. avez dit oui à Damien. Le 2, c'est dur, hein. Faut être logique. Et 48 heures d'affilée, hein. C'est dur quand même, hein. Oui, mais vous avez du temps libre quand même entre deux. C'est changer la vie complètement. C'est changer la vie, ça c'est sûr. Mais bon, faut aller de l'avant aussi. C'est l'avenir. L'avenir de l'entreprise. Ouais. Pas notre avenir à nous. De l'entreprise. Ouais, de l'entreprise. Le profit, pas trop. Par rapport Non, aux autres. non, 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 Si, non, comme ça, non, 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 me faites pas aussi. dire non, 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 non. Si, c'est intéressant, vous produirez plus. Bien sûr, mais l'intérêt de Donc c'est l'entreprise. quand même un profit pour le patronat. L'intérêt de l'entreprise, c'est votre intérêt aussi quelque part. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des équipes tournantes? Vous y êtes passé il y a longtemps? Ah non. Ça fera un an le 15 janvier 2002. Et alors? C'est bien. Il a fallu quand même 3-4 mois pour se mettre dans le bain. On était un peu déphasés, que ce soit la nourriture, les repos. Mais maintenant qu'on est dedans, c'est parti. C'est très bien. Alors en quoi c'est mieux? C'est bien pour les loisirs, pour les loisirs, mais avec les enfants. 4 jours, mais j'ai les enfants de bas âge. Donc l'après-midi, je les ai. Je vois grandir mes enfants. Là, je vois grandir mes enfants. C'est un peu l'esclavage. On n'a pas de dimanche, on n'a pas de samedi, on n'a pas de jour férié, on n'a rien, on n'a pas de vie de famille. Moi, s'il me paye mon divorce, je vais tourner. Prochaine étape, Saint-Nazaire, les chantiers de l'Atlantique. J'y étais allé en reportage dans les années 60. Depuis le début de la préparation de ce film, je savais que j'y retournerais. À l'époque, c'était un des symboles d'une classe ouvrière redoutée pour sa combativité. Des bateaux posés sur la ville, comme dans un rêve. Il y a 6 ans à peine, pourtant, Saint-Nazaire semblait avoir capitulé. Comme ceux du Havre, de Dunkerque, de la Seine ou de La Ciotat, les chantiers de l'Atlantique s'étaient résignés au naufrage. En pleine reprise de la construction navale, les contrats juteux s'enfuyaient vers les concurrents européens sans que rien ne soit fait pour les retenir. Et puis, sous la pression syndicale et celle de l'État, la vieille entreprise endormie devenue Alstom Marine se lançait enfin dans la construction très rentable des bateaux de croisière. Mot d'ordre du nouveau patron, Patrick Boissier, réduire les coûts de 30%. La sous-traitance et l'intérim, l'arme absolue des grands groupes modernes. Un système qui évite au donneur d'ordre d'assumer lui-même les à-coups du marché et qui annule pour la majorité des ouvriers la plupart des conquêtes sociales. Dans cette ville où toutes les rues semblent mener au chantier de l'Atlantique, la reprise des années 90 a fait fleurir une multitude d'agences d'intérim répondant à la demande aux besoins d'Alstom Marine. Chez Adecco, ce matin, un habitué, Jean-Jacques Blandin. Comme toujours, c'est Fanny qui s'occupe de lui. Vous allez commencer à l'atelier 590, d'accord? Voilà. Alors, à partir de lundi 4 février, et donc en qualité de charpentier fer. D'accord. Donc je pense que ça va être une mission qui va durer un certain temps, hein, compte tenu de la durée des contrats en ce moment. Je crois que ça peut aller même jusqu'à fin juillet. Oui, d'accord. Merci. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur Blandin. Merci beaucoup. Vous étiez au chantier déjà? Oui, j'étais au chantier depuis 3 ans et demi. 3 ans et demi. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu une baisse d'activité au mois de décembre. Et l'activité reprend au mois de février. Donc, il faut le rappel aux sous-traitants et aux intérimaires pour travailler chez eux.
Et c'est pour ça que Fanny m'a trouvé un boulot ce matin. Donc vous êtes resté au chômage combien de temps 3 semaines et demie. Ouais. Ça fera 3 semaines et demie. Vous commenciez à être un peu inquiet? Inquiet, oui. Parce qu'on se dit, bon, à 50 ans, on n'est plus capable de grand-chose. En fin de compte, ce n'est pas vrai. Et la preuve que depuis 3 ans, je travaillais bien au Chaussée de l'Atlantique. Et là, depuis ce matin, je pense que... Mais à 50 ans, au contraire, on est plus compétent que... On est compétent dans la mesure où on a beaucoup de savoir-faire. Ah oui? Et c'est vrai que, comme vous dites, on a beaucoup de savoir-faire. Et puis que moi, actuellement, je me sens bien. Et j'ai envie de faire encore beaucoup de choses dans la mesure où on est capable de le faire. Alors qu'on vous fait sentir qu'à 50 ans... À 50 ans, on nous fait sentir que c'est vrai qu'à 50 ans, les embauches, il n'y en aura pas. Ouais, voilà. 50 ans, on ne vous embauche pas. Mais heureusement qu'il y a du travail comme vient de proposer ce matin, comme en régie, là c'est bon. Quand on a des missions à leur proposer, on est quand même... c'est quand même mieux pour nous. Hein, alors que bon, quand on n'a rien, bon, revoir tous les jours les mêmes personnes, c'est vrai que à la fin, ça en devient gênant. Donc bon, faut pas que ça dure trop longtemps. Mais bon, sur le bassin nassérien, ça a toujours été un petit peu comme ça. C'est des pics d'activité. Hein. Ouais. Ça monte très très vite, mais ça peut redescendre également très très vite. Sur le terre-plein central, des éléments fabriqués essentiellement par le personnel de la maison mère Alstom Marine, puis arrimés sur le bateau. De leur côté, la plupart des soudeurs, charpentiers métalliques, électriciens ou peintres fournis par les sous-traitants regagnent chaque matin les entreponts et les soutes des navires en construction. Des professionnels parfois très qualifiés qui gagnent entre 6 000 et 8 000 francs par mois, auxquels peuvent s'ajouter pour certains des primes ou des indemnités de déplacement. Au détour d'une coursive, un soudeur qui remonte. Au fond, l'atmosphère est devenue irrespirable. Pour commencer à monter, je vous êtes assis avec mon air. Alors, je vais remonter, je vais arriver. Non, moi, je suis pas dans le bordel. Avec la respiration. Et puis, il y a la soudure, ça provoque des gaz dangereux. Et quoi, du CO2? Du gaz carbonique? Avec un système de masque à d'envoyer de l'air, c'est bon. De loin en loin, des toilettes de fortune. Et pour les femmes, il n'y en a pas? Elles vont arrêter si leur chef leur laisse le temps de les servir. Certains déjeunent sur le tas, bien que ce soit formellement interdit. Les autres regagnent les Algeco. Très vite, les costumes bleu ciel des salariés d'Alstom Marine vont se séparer des bleus de chauffe plus sombres des salariés des sous-traitants. Ceux de la maison mère ont droit à une pause de 35 ou 45 minutes et au self-service à 22 francs le repas. Pour les autres, c'est plein tarif, près de 50 francs, trop cher pour eux. Alors, une soixantaine d'entre eux s'entassent dans le local qui leur est réservé pour prendre leur casse-croûte. Seule solution, pour des centaines d'autres, se réfugier dans les baraquements qui leur servent de vestiaire. Temps de pause pour eux, 20 minutes.
C'est tout ce que vous avez comme installation? La connaît pire que ça. Ouais, la connaît pire que ça, ouais. Pire, c'était quoi? Pire, bah, faut connaître Dunkerque. Un petit séjour là-bas, bah, il y a des moments où on sort dans les coffres des voitures. Dans les coffres des voitures? Ah ouais? Ouais, il y a des petites boîtes, t'avais pas de vestiaire derrière. T'avais pas même tout laver dans l'univers. Ah ouais? L'intérim et la progrès, c'est depuis quelques années. Tantôt, il n'y avait pas beaucoup d'intérimaires. Mais c'est là depuis quelques années. Alors, tous les patronats, qu'est-ce qu'ils font? Ils licencient, ils prennent des intérimaires, c'est leur avantage. Comme ça finit, ben, fin de mission pour vous. Il n'y a pas de charge à payer, il n'y a rien. C'est comme ça maintenant, la politique patronale. Et c'est que les gens, ils ne se réveillent pas. On y va au fond, on perd tout ce qu'on a acquis. Petit à petit, mais ces gens, ils ne se rendent pas compte. Et quand ils vont crier, ça va être trop tard. Moi, j'arrive à la fin de ma carrière. Bon. Et c'est pour là ce qui suit derrière. C'est ça qui est très important. Les gens ne sont pas conscients. Ben, c'est peut-être aussi qu'ils sont trop conscients. Je sais pas. De ce qu'ils risquent, je veux dire. Ah oui, ce qu'ils risquent. Vous, par exemple, vous avez demandé à ce qu'on cache votre visage pour être interrogé. Oui. Oui. Oui, c'est pour dire, autrement j'aurais laissé pression par derrière. Excusez-moi le terme, autrement dire c'est un fouteur de merde, quoi. Et une fois qu'on est marqué... Ah bah c'est fini après. Pour se redresser, c'est fini. Ou au moins il faut aller ailleurs. C'est arrivé un délégué comme ça, c'est pareil. Une fois qu'il était marqué, ben le gars a été rejeté. Maintenant, ils ne parlent pas de délégué dans les entreprises. Le problème, c'est quand on se retrouve en sous-traitance, c'est qu'à partir de là, ben, on a à peu près tout. On n'a plus aucun statut, on ne dépend plus de rien. On a, si on n'a pas réussi à bosser alors qu'on n'a rien pour travailler, si à midi on n'a rien réussi à faire, et ben, on se retrouve viré. Pourquoi? Parce qu'il arrive que vous n'ayez pas ce qu'il faut pour faire le travail? Oui, bien sûr, il s'en inquiète pas plus que ça. Au niveau des entreprises relativement importantes, ils ne s'emmerdent pas trop avec ça. Au niveau du sous-traitant, de sous-traitant à re-sous-traitant, il faut qu'on aille voler le matériel à côté si on ne veut pas arriver à travailler, hein, sans problème, oui, bien sûr. Bon, je connais d'ailleurs une entreprise qui est relativement connue dans le coin, qui embauche non pas en fonction de nos capacités professionnelles, mais nos capacités à arriver à piquer le matériel autour. C'est le critère. Hein. Et il y a un rythme de travail, une pression? La pression, ils arrivent à l'avoir en nous mettant les uns après toutes les corporations les uns derrière les autres, et ils mettent les délais. Par exemple, si moi j'ai pas réussi à enquiller un tuyau avant que l'électricien vienne mettre son chemin de câble, je peux plus. Mais l'électricien, lui, il faut qu'il ait mis son chemin de câble avant que le menuisier ait mis le plafond. Et le menuisier, il faut qu'il ait mis son plafond avant que le peintre soit passé. Autrement, ça nous met dans des... on se retrouve dans des conditions complètement dingues. Il n'y a plus moyen. Donc, chacun est en train de courir derrière. Ils n'ont même plus besoin de nous mettre de chef derrière. Il n'y a pas besoin. Vous imposez les cadences entre vous, quoi. Ils ne nous laissent pas vraiment le choix. Il faut qu'on arrive à changer tout ça, parce qu'à l'heure actuelle, on se retrouve tous atomisés, chacun pas... Bon, réagir boîte par boîte, entreprise par entreprise, à l'heure actuelle, c'est un truc qui ne peut plus fonctionner. C'est plus possible. Il faut qu'on fonctionne en étant partie prenante d'une même entreprise. Il y a même d'une même classe ouvrière. Point. Au cours des 6 derniers mois de 2001, les pompiers ont évacué 58 blessés. En 2000, il y a eu 2 accidents mortels et près de 18 000 passages à l'infirmerie pour un effectif de 13 000 salariés. La plupart concernaient les salariés des sous-traitants. André Fada, ancien soudeur, est le responsable de l'union syndicale multiprofessionnelle CGT qui tente de regrouper les salariés des sous-traitants et les intérimaires. Un métier qui ressemble parfois à celui de détective. Aujourd'hui, il cherche le contact avec des ressortissants d'un pays d'Europe de l'Est
Et pour déjouer la surveillance de leur chef, il s'est lancé à la poursuite du fourgon qui les ramène à domicile. Alors, ils logent où en général? Dans des villages vacances, des campings, des fois dans les baraques, mais dans des maisons, mais entassées à 5 ou 6 par pièce. On avait découvert une entreprise portugaise qui faisait appel à des Portugais. Hein. Et ces Portugais, ils ont été hébergés dans des conditions déplorables, à une trentaine de kilomètres de Saint-Nazaire. Certains couchés par terre, sur des matelas. Ils n'avaient pas d'eau chaude, c'était en plein hiver. Il y en a un qui est tombé malade et un des responsables refusait de l'emmener chez le médecin, quoi. Les passagers du fourgon sont logés dans une villa à une dizaine de kilomètres de Saint-Nazaire. Demain matin, nous apprennent-ils, ils repartent dans leur pays. 5 minutes. I would like to know how you live, how you work. We are not have a representing men here. Yes, yes, but you, for example, how much do you earn? It's not my job. I cannot tell you that. You know, you should earn the same as the French. Asia is not in European Union. But you work in France. You should have the same salary as the French. No? Is it so or not? It should be like that. It should be like that. Ouais, ça devrait être comme ça, il dit. Yes, yes, ça devrait être comme ça, but it's not. Of course. It's less. But why can't you tell us how much money you earn? Because if I say something, next time I will not be here. C'est illégal, ils devraient bénéficier des mêmes avantages que les travailleurs français. Ils doivent être payés selon les taux des conventions collectives françaises dans le secteur d'activité. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà. C'est un document qui est adressé à différents sous-traitants de premier rang par la direction des chantiers. Et ils appellent ça axe de progrès, la direction des chantiers. Un de ces axes se nomme montage exotique, c'est-à-dire apport de main-d'œuvre en provenance de pays à faible coût. Nous avons identifié quelques pays, Maroc, Ukraine, Portugal, Émirats arabes, etc., qui ont la possibilité de fournir une main-d'œuvre qualifiée utilisable par les co-réalisateurs, c'est-à-dire par les entreprises sous-traitantes. Verriers, serruriers, soudeurs inox ou alu. Alors un peu plus loin, dans leur proposition, pour quel métier souhaitez-vous faire appel à la main-d'œuvre étrangère? Quel effectif vous serait nécessaire? Sur quelle période? Sur quel navire? G32 par exemple. G32, c'est le bateau qui va démarrer bientôt au mois de mars. C'est le Queen Mary 2, hein, le plus grand du monde. Quel type de contrat peut-on envisager? Et à partir de quel taux horaire ou journalier cette action est-elle intéressante? C'est un site de non-droit, où les conventions collectives sont bafouées, où l'égalité de traitement n'existe pas, où les conditions de travail sont de plus en plus dures. C'est un État dans l'État, Alstom, au-dessus de toutes les lois. Nous espérions bien sûr recueillir le point de vue de la direction d'Alstom Marine. Malheureusement, elle n'a pas souhaité s'exprimer. C'est un de mes cousins qui m'a suggéré la 5e étape de ce voyage. J'avais appris qu'il partait à la retraite après 46 ans de bons et loyaux services dans l'entreprise où il travaillait depuis l'âge de 15 ans. Petit détour par la France des hameaux et des jardins potagers. Créée en 1952 par un ingénieur grenoblois, la Mafelec a vécu comme tant d'autres, à l'écart des grandes luttes sociales du siècle dernier. Même la grève générale de mai 68 l'a épargnée.
Comme chaque matin, Roger Job est venu à pied. Il habite à 500 mètres à peine. Mais il rejoint pour la dernière fois son poste de magasinier. Il sera décoré tout à l'heure par Claude Briquet, le directeur, de la médaille Grand Or du Travail. Allez, on a vu tout à l'heure. Bonjour. Roger. Toi. Oui, je suis revenue. Ça va bien? Ouais. Dans l'atelier, Roger retrouve Noël, sa belle-sœur. En tout, 8 membres de sa famille ont travaillé ou travaillent encore à la Mafélec. Les plus anciens sont passés directement des petites fermes sans avenir à la fabrication des télécommandes et des circuits électriques. Un type de travail dans lequel les mains agiles des femmes font merveille. Ça vous plaît comme travail? Oui, ça me déplaît pas. Ouais. Et on gagne bien sa vie dans cette usine? Non, pas du tout. Vous pouvez me dire combien vous gagnez par mois? Oh, ouais. Personne n'entend là. Personne n'entend. Non, non. En moyenne. Au SMIC, hein, c'est tout. Ouais. Chantal, la femme de Roger, l'un des piliers du service comptabilité depuis plus de 35 ans. Chantal, vous aviez essayé ici de monter un syndicat. Oui. En les années 80. Oui, à peu près 80, ouais. Qu'est-ce que c'était comme syndicat? CFDT. CFDT. Voilà. Et alors pourquoi vous aviez eu cette idée? Pour essayer d'améliorer les horaires, pour avoir des horaires aménageables, chose qu'on... Bon, comme il y avait beaucoup de dames au niveau de l'atelier, des trucs comme ça, et puis pour essayer d'avoir un peu plus de choses, quoi, au départ. Les salaires, etc. Les salaires, ça ne bouge pas, non. Et alors comment ça s'est passé? Ça a suivi? Les gens ont suivi? Non, non, parce que bon, on est peut-être trop loin des villes ou je sais pas quoi, non. Ça intéressait pas les gens, pratiquement. Ça serait mieux qu'il y en ait un aujourd'hui, par exemple? Non, parce que je pense que le patron est très ouvert. Hein. Donc s'il y a quelque chose, on peut discuter. C'est pas pareil. Au magasin, à l'heure du casse-croûte, on fête la retraite de Roger en petit comité. Non, c'est le beau-père. Le beau-père? Bon, il y a une bonne ambiance dans cette entreprise, visiblement. Mais il y a un problème, c'est que dès qu'on parle de salaire, ça casse l'ambiance, quoi. Hein, je veux dire que, bon, on dirait que c'est comme un sujet tabou. Il veut vraiment nous gâcher notre casse-croûte. Toutes les entreprises, c'est comme ça. Plus ou moins, quand même. Non, non, j'en ai fait pas mal d'entreprises. Dès qu'on parle salaire, les gens, on dirait que les gens ont honte de dire leur salaire. Est-ce qu'ils pensent toucher trop par rapport au travail fourni? Je sais pas. Et vous, par exemple, vous diriez le vôtre, là? Ah oui, moi je vous le dis sans problème. Enfin, moi je suis intérimaire là. Hein. Ouais. Je touche 6 000, je suis au SMIC. Je suis au SMIC horaire. Hein. Ça vous fait combien par mois? Ça me fait 6 003. Net? Net. C'est pas énorme. Hein. Mais bon, je fais mon travail du mieux que je peux, et puis c'est tout. Hein. Et les autres, vous le diriez, votre salaire? Ah oui. 6 500 francs. Net? Oui, net. Ouais, pareil, à peu près. Et toi, Roger? Moi, j'arrive à 10 000. 10 000 net. Voilà. Ah, tu vois ce que tu auras dans... 43 ans. T'as pas attendu longtemps. Et nous, on a une prime de rendement qui est de 70 centimes de l'heure depuis 40 ans. C'est ça qui va pas non plus.
Moi, j'ai jamais eu. Tu l'as jamais eu, toi? Bah, nous, on l'a, nous. Hein. Et puis, la prime d'assiduité, c'est 100 balles, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez de Ah, bah, la prime d'assiduité, c'est pas gros. Non, je parle du salaire en général. Bah, t'as la campagne, hein. T'as la campagne. Si on n'est pas content, ils nous disent vous allez ailleurs. Hein. Habituellement, on revendique, comme on dit. Ouais. Revendiquer, oui. Parce que c'est la bonne solution. Hein. Et si c'est pour revendiquer, pour fermer la boîte pendant une semaine, 15 jours, et puis que ça la finisse... Dans nos petites campagnes, enfin la grève, ça se fait pas, quoi. Chez nous, à la campagne, on a un salaire, on fait avec, on a des charges qui sont moins importantes, on se débrouille peut-être mieux parce qu'on arrive à faire un petit peu, disons, d'élevage, d'agriculture encore, ça existe encore un petit peu, ce phénomène-là, et son jardin, donc on achète peut-être moins. Et finalement, en fin de mois, on se retrouve peut-être en positif, alors que certains, avec, je dirais, la même qualification, des salaires plus importants, se retrouvent en négatif en fin de mois. Ça vous paraît normal qu'il n'y ait pas de syndicat ici? Ça... Moi, le syndicat, c'est bien, c'était une bonne chose au début. Après, ça a été trop gourmand, le syndicat. Les syndicats sont trop gourmands. Vous savez que les inégalités, par exemple, s'accentuent en ce moment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'inégalités. Il y a de l'argent qui est gagné trop facilement par rapport à d'autres. Et vous pensez qu'on n'y peut rien? Non, pas tout de suite, peut-être dans quelques millénaires, mais pas tout de suite. Faut pas être pressé. Ouais, non, faut pas être pressé. Si on fait ça trop vite, c'est la catastrophe. Gâteau. Gâteau. Et puis enfin, au restaurant d'entreprise, l'apothéose d'une carrière d'ouvrier. Encore quelques personnes dans l'entreprise qui n'en sont pas très loin. Et ce qui est remarquable dans le cas de Roger, c'est plus de 40 ans de travail. Il les a passés dans la même entreprise et, je dirais, avec le même engagement tout au long de sa carrière. Et pour cela, moi, je voudrais remercier Roger et je dois dire que je suis particulièrement fier aujourd'hui de lui remettre cette médaille. Alors, vu les grandes piques, il va falloir que je fasse quand même bien attention. Ah, ouais, mettez-le là-dessus, comme ça, c'est plus prudent. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Tandis que la population ouvrière décroissait depuis 20 ans, le nombre des employés augmentait d'autant. Ils sont plus de 6,5 millions, presque 30% du total des actifs. Mais leur destin et leur salaire ne se distinguent guère de ceux des ouvriers. Et c'est parmi eux que l'on trouve les parias des grandes cités. Dans les rues de Paris, encore endormies, un manège ininterrompu. Comme c'est souvent le cas aujourd'hui, le patron de Diahara Diarra a supprimé les postes de concierge dans tous les immeubles qu'il gère. Diahara et quelques autres sont donc chargés de sortir les poubelles peu avant le passage des camions-bennes.
Après le ramassage, chaque poubelle doit être remisée dans le délai réglementaire sous peine d'amende. Un service qui doit être assuré 6 jours sur 7 dans 48 immeubles et 7 jours sur 7, y compris les jours fériés, dans 29 autres. Horaire de Diahara, 5 h du matin, 14 h, puis 16 h, 22 h. En tout, 15 heures de travail quotidien. 10 heures les dimanches et jours fériés, 100 heures sur 7 jours, parfois plus. 3 fois la semaine de 35 heures. Salaire moyen, 13 000 francs nets par mois. Aucune heure supplémentaire, pas de repos compensateur. Lorsque la tournée des poubelles du matin est terminée, et en attendant celle du soir, Diahara s'attaque à une autre tâche, le ménage des escaliers et des halls d'entrée. Et puis, une nuit de novembre 2001, un inspecteur du travail est venu enfin constater l'étrange organisation du travail dans cette entreprise. Il avait été alerté par Jamal Souna, le chef d'équipe de Diahara, actuellement en congé maladie à la suite d'une série d'accidents du travail. Leur premier patron est un important syndic d'immeubles ayant pignon sur rue. Il avait créé pour l'occasion une petite société. En octobre 2001, il la vend à un confrère spécialisé dans l'entretien d'immeubles. Mais les conditions de travail de Diahara restent les mêmes. Quand on a commencé, au départ, on était deux. Nous, on nous a pris des sentiments, donc on s'est dit, bon, on va souffrir un petit peu, le temps que avance un petit peu la société. Mais l'engrenage commence. Et si vous avez fait cet immeuble en plus, vous pouvez faire un autre en plus. Donc, allez-y, vous avez fait 2, vous pouvez en faire un 3e, vous avez fait 3, vous avez un 4e. Et donc, nous, notre besoin, c'est de gagner un peu d'argent. Mais le problème, c'est que à un moment donné, on ne pouvait plus reculer. Si on recule, on perd notre boulot. Donc, il y a les contrats qu'il a, M. Diahara, c'est que du lundi au dimanche, les jours fériés. C'est écrit sur le contrat. Sur le mien, c'est écrit, sur le sien, c'est écrit tous les jours. Tous les jours. Donc tous les jours, en français, c'est du lundi. Voilà. Et sur le vôtre, c'est écrit quoi? Moi, sur le mien, écrit du lundi au samedi, plus dimanche et jours fériés. D'accord. Donc c'est sur le contrat. Sur le contrat, c'est écrit. 7 jours sur 7. Il n'y a rien à cacher. Donc l'inspection de travail, ils ont une copie. Ils ont saisi une copie chez le patron. Chez le nouveau patron, parce qu'ils sont venus vraiment à l'imprévu. Ils ont pu prendre des documents frais, quoi. Ils n'ont pas eu le temps de les changer. Parce que ces contrats, c'est complètement illégal, évidemment. Normalement, oui. Mais comme nous, on ne connaît pas trop le droit, donc je ne suis pas un juriste. Donc, pas d'arrêt maladie. C'était la règle. Même l'accident, tu es obligé de travailler. Tu es obligé de travailler. Parce que moi, j'ai fait l'accident 2 fois. Bon, c'était pas déclaré parce que la première fois, j'avais coupé à la main avec une bouteille. Ce jour-là, c'était trop dur. Mais j'ai parti à l'hôpital. Bon, il m'a soigné et puis il m'a donné une feuille d'arrêt.
Bon, je l'ai apporté à patron, mais il m'a dit qu'il faut que je travaille avec la main un seul. Bon, sinon, il n'y aura personne qui peut conduire la mobilette pour faire mon travail. Et vous avez aussi des accidents? Je suis trop. Ah, il y a une dizaine. Le plus dur, c'était l'année en 2000, le 24 de 2000. Je sortais dans le 12e. J'étais percuté par une voiture. J'étais elle-même percuté par une deuxième voiture. Et j'étais sonné, j'ai repris par peur de représailles. Parce que toujours, on nous dit que les médecins donnent des maladies comme ça. C'est toujours psychologiquement, ils nous préparent comme quoi ne le faites pas exprès. On culpabilise, on dit ah, si on va voir le médecin, donc il va croire que l'arrêt maladie c'est bidon. C'est bidon, donc après il va nous emmerder et tout. Donc il va vraiment. Il y a des conséquences? Oui, je souffre de vertige. Comme j'ai cassé la vitre conducteur dans le secousse de l'intérieur, j'ai perdu un petit peu du côté gauche de l'audition. Et là, suite à un accident de 97, j'ai un début de genou, je ne peux plus monter les escaliers. Donc les médecins ils vont peut-être m'opérer bientôt. De décider à vous battre là? Ouais. Jusqu'où? Vous n'avez jamais essayé de faire un syndicat? C'est-à-dire moins de 10 personnes. Et si vous allez à un syndicat, vous allez vous faire licencier. À la porte tout de suite? Tout de suite, du coup. Donc, toujours moins de monde possible, moins de 10 personnes. Il y a un ouvrier, le charger au maximum, comme un âne, des deux côtés. Et plus le propriétaire. Donc, vas-y, il n'y a pas de problème. Tant qu'il résiste, il n'y a pas de problème. Marche ou crève. Voilà, donc quand le besoin de travailler est une autre pression. Parce qu'il y a la pression déjà de la vie, ça devient trop cher, le loyer, c'est difficile à accéder à un loyer. Le minimum de loyer maintenant pour un 4 pièces, par exemple, j'ai 2 enfants, pour un 4 pièces, il faut payer au moins 6 000 francs par mois. Donc, où on va? La vie devient très chère. Donc il faut chercher quand même de travailler. On ne va pas voler. Les gens qui ont besoin de travailler. Et votre femme, elle supportait que vous fassiez ce travail? Au début, il ne supportait pas, mais à la fin, il sait que c'est mon manière de travailler. C'était obligé. Voilà. Ouais. Elle subit. Voilà. Mais elle est partie? Oui, elle est partie en Afrique en attendant. Elle en a marre. Ouais, comme elle en a marre, il dit qu'il va partir en Afrique. Bon. Et là-bas, je suis là avec mon fils. Le fils de Diarra, atteint d'une grave maladie génétique, doit être maintenu sous surveillance médicale constante. Les 2 patrons successifs risquent le tribunal correctionnel. Jamal et Diarra se sont portés partie civile et ils ont engagé par ailleurs une action devant le Conseil des prud'hommes. Depuis l'intervention de l'inspection du travail, Diarra bénéficie d'horaires plus raisonnables et il ne travaille plus le samedi et le dimanche, ce qui lui permet de s'occuper de son petit garçon et de mener enfin une vie presque normale.